On a plus de chirurgiens plasticiens proportionnellement à Dubaï qu'au Brésil. Le médecin est toujours sollicité par les labos pharmaceutiques qui présentent tout le temps des nouveaux médicaments et qui, au final, arrivent à convaincre le médecin que c'est le bon médicament pour le bon patient. Je pense que c'est important de savoir dire non. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup pratiquée. C'est dur, hein. En psychologie, on parle de thérapie du non. On se rend compte que souvent, les problèmes, ils sont à l'intérieur de la clinique plutôt qu'à l'extérieur. Les événements, c'est du face-à-face, c'est du concret. Tellement efficace. C'est tellement efficace. Ouais. Parce qu'un médecin, c'est pas comme un businessman ou un professionnel comme nous. En fait, pour nous, c'est assez inné. Mais pour eux, ils sont dans leur clinique, dans leur hôpital. J'ai remarqué pour certains, du coup, c'est pas du tout inné. En même temps, tu peux pas être fort dans tout. Enfin, c'est compliqué. Exactement. Et surtout qu'ici, je pense qu'on en parlera en détail, mais c'est vraiment un business, quoi. C'est pas comme en Europe. Oui, exactement. Donc, en fait, souvent, il y a un wake-up call quand ils arrivent, le gros reality check. Parce qu'en fait, c'est pas aussi facile que ce qu'ils pensaient que ça allait être. Totalement. Ok. En fait, je dis toujours ici, être bon ou très bon médecin. Ça suffit pas. Ça doit être une évidence, mais ça ne se traduit pas forcément en succès. Parce qu'en fait, si on ne se fait pas connaître, on a zéro chance d'être connu. Alors qu'en France, de toute façon, ils sont full. S'ils sont et voilà, bons exactement. Dans une spécialité... Ils sont full, il y a une liste d'attente. C'est parce que c'est la mini anecdote la con du jour, mais c'est ma grand-mère qui voulait un rendez-vous chez un spécialiste. Elle l'a en juin. Ouais, et on est en novembre, mais c'était en octobre. Elle est bien là. Tu vois, c'est quoi cette affaire? À Dubaï, ça n'existe pas. Si elle vient à Dubaï, elle l'aura demain matin. Ah oui? J'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Pareil pour moi, l'ophtalmo. Tu sais très bien comment ça marche, je vais pas t'expliquer, mais je vais chez Mediclinic avec ma médecin généraliste. Elle me dit, OK, t'as les oreilles bouchées, l'ORL. Je dis, OK, l'ORL. Demain. Oui, non. La première fois, je me dis, putain, c'est chiant, je vais devoir prendre rendez-vous. Non, elle appelle, elle dit, il peut venir? Je dis, bah oui. Il dit oui. Tac. Du coup, j'y vais. Mais du coup, je fais une minute et c'est fait. Pareil pour l'ophtalmo, c'est la même chose. Enfin, Moi, maintenant, je trouve ça normal. Je me suis habitué. En fait, voilà, on a beaucoup plus de médecins que dans le reste du monde. En fait, je pense que le quota par population, c'est le pays où il y a le plus de médecins au monde. Donc, on a plus de chirurgiens plasticiens proportionnellement à Dubaï qu'au Brésil. Ah, d'accord. Et le Brésil, c'est le pays de la chirurgie plastique. Donc, on a vraiment l'embarras du choix. Ici, on choisit son médecin comme on choisit un prestataire de service. C'est un service personnalisé. Il y a un terme je me suis fait opérer en début d'année. Et il y a un terme que le chirurgien a utilisé. Il m'a dit, je vais t'envoyer un devis. J'ai bugué. Non, mais en fait, c'est normal. Mais moi, tu sais, on est français, on n'est pas du tout habitué à ça. Enfin, moi, j'étais pas... Envoyez-le directement à la Sécu, s'il vous plaît. Quand tu m'as dit un devis, j'ai dit, mais il va faire quoi? Déjà, ça m'a inquiété, cette affaire. Et là, il appelle sa secrétaire, il dit, oui, j'ai un client, est-ce que vous pouvez lui envoyer un devis? Un c'est client ça, et non un patient. C'était... Alors que si tu dis un médecin français, un client, il va faire direct comme ça. Il va pas... C'est une mentalité totalement différente et l'industrie de la santé ici est très compétitive, donc elle est quasiment commercialisée. Et hormis les opérations importantes, urgentes, etc., bien sûr, les malades du cancer, etc., mais il y a beaucoup de spécialistes, ça reste des prestataires de services de la santé. C'est dingue. Mais d'un autre côté, pourquoi pas? Enfin, c'est le même modèle qu'aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, en fait, c'est là que j'ai eu l'idée au début, parce que j'organisais des grosses conférences médicales. Partout dans le monde? Oui, Las Vegas, Miami, Orlando. Et là-bas, l'industrie de la santé est énorme dans tous les cas. Donc, on avait des conférences avec 5, 6, 7, 8 000 médecins. Et en fait, il y avait toujours, en annexe de la conférence, un module supplémentaire le lendemain, Business and Management Course. Je me disais pourquoi ils ont besoin de ça. Et en fait, le coût de cette formation, elle était 5 fois plus que le coût de la formation médicale. Parce que c'est le vrai enjeu, c'est ça. Voilà. Et c'était un module essentiel de leur succès, en fait. Et tous les médecins avaient compris que s'ils voulaient avoir une grosse base de données de patientèle, retenir la patientèle. À l'issue de la formation, c'est des clients. C'est trop bien. Mais ouais, voilà. Donc, Et comment tu t'es retrouvé... Enfin, qu'est-ce que tu faisais aux États-Unis, du coup, pour les conférences? Enfin, c'est quoi le truc que tu organisais pour des... Je sais pas moi, pour des grandes marques médicales? Non, c'était donc pour en vous-même? fait, moi j'ai toujours été dans une industrie un petit peu périphérique de la médecine conventionnelle et pharmaceutique justement.
Et d'ailleurs, en fait, c'est une industrie qui est un peu anti-pharma. Ok. Il y a beaucoup de controverses dans le monde sur les labos pharmaceutiques qui monopolisent totalement, en fait, l'industrie, l'usine de la santé, Ouais. et qui, soi-disant, préfèrent qu'on soit malade plutôt qu'en bonne santé. Et c'est Big Pharma, tout ça. Exactement. Donc, en fait, nous, je travaillais pour une organisation parallèle qui s'appelle American Academy of Anti-Aging Medicine. Ok. Et qui sont très, très, très connus aux États-Unis. Et en fait, ils éduquent les médecins sur toutes les thérapies qui sont disponibles pour repousser le vieillissement. Trop bien. Mais là, on ne parle pas du tout mais c'est de pour ça, du coup, rides. Voilà, t'as pas du tout l'air de... guinea pig. En plus, moi, je me suis pas inscrit à cette fois. Ça va, t'as le temps. Ouais, mais tu te rends compte de la tête que j'ai? Si tu savais... Enfin, il n'y a aucune chance que... Non, mais pour mon âge... La phrase, elle était bizarre, mais c'est trop marrant. On va à Las Vegas ensemble à la fin de l'année, c'est possible. Bah ouais, il faut... j'ai plein de questions après. J'allais me dire, est-ce que IV thérapie, ça peut m'aider? Mais c'est un autre... En fait, IV thérapie, c'est juste un petit boost quotidien. Mais nous, ce qu'on faisait, en fait, c'était vraiment, on parlait de thérapie vraiment intensive, comme les cellules souches, mais c'est quoi, stem ça? cells. C'est quoi? Stem cells, en fait, c'est les thérapies qui vraiment promettent un vrai rajeunissement cellulaire. Mais même si t'as pas de problème? Exactement. En fait, donc ça devient de plus en plus... cette médecine, en fait, elle est pour deux types de patients. Elle est pour les patients qui ont des problèmes quotidiens de santé que la médecine traditionnelle n'arrive pas à guérir. Et donc là, c'est des thérapies avancées. Ou alors, tout simplement, des patients qui sont jeunes, beaux, en bonne santé et qui ont très peur veulent de la suite, y rester. Et du coup, en fait, il y a des thérapies de cellules souches, des thérapies hormonales, des thérapies nutritionnelles, la thérapie du sport. Après, il y a tout ce qui est aussi psychologie. Donc, en fait, c'est vraiment une approche 360 qui permet, notamment aux femmes, par exemple, quand elles sont à l'âge de la ménopause, la médecine conventionnelle va dire non, voilà, vous prenez vos médicaments, c'est normal. Alors que cette médecine, en fait, elle est vraiment sur l'optimisation du bien-être. Physique, mais aussi émotionnel du patient. Mais du coup, c'était quoi la structure pour laquelle tu travaillais? Donc, en fait, c'est une structure, pareil, éducationnelle. Ok. Et, mais orientée sur ces pratiques-là? Exactement, sous-spécialisée. Donc, en fait, ça permet... Il y a de plus en plus de médecins qui deviennent, on va dire, un peu... c'est quoi le mot, déçus eux-mêmes de la médecine conventionnelle parce que les thérapies, les médicaments, les protocoles marchent de moins en moins. Il y a beaucoup de résistance aussi de la part des patients à des thérapies qui marchaient avant, qui ne marchent plus maintenant. On a beaucoup de maladies du 21e siècle, le stress, etc. Ouais. Et du coup, les médecins, de plus en plus, ils cherchent un peu à élargir leur base de connaissances au-delà de ce qu'ils ont appris à l'université. Et la médecine, c'est un des milieux qui évolue le plus rapidement, on le sait, c'est de la science. Et du coup, il y a vraiment de plus en plus de thérapies qui sont disponibles. Et les médecins, en fait, cherchent maintenant à offrir ça à leur patientèle. Et c'est des services, c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet, parce que c'est des services, justement, ou des thérapies qui coûtent cher, qui ne sont pas remboursées par la Sécu. Okay. Et c'est comme ça que le médecin, il arrive petit à petit, en fait, à devoir s'établir en tant que médecin libéral, parce que du coup, il facture pour ses honoraires et c'est le patient qui paye de sa poche. Et donc là, à ces conférences aux États-Unis, vous aviez des médecins indépendants? Exactement, c'était tous quasiment des médecins indépendants, comme c'était aux États-Unis, donc en fait, ils travaillent souvent pour eux. Ok, voilà. Parce que justement, je sais pas, c'est pas des grosses cliniques où il y a plein de médecins dedans? Ou alors, c'est des grosses cliniques, mais privées, un peu sur le modèle de Dubaï. Et chaque médecin au sein de la clinique est libéral. Ok. Et c'est des partages d'honoraires. Et du coup, chacun... Mais justement, ça, c'est intéressant. Je pense que je t'ai déjà posé la question. Mais ça veut dire, par exemple, un médecin... on ne peut pas dire la même clinique. Du coup, je pense que tu voudras pas répondre. Sinon, mais une médecin généraliste, ils ont un fixe et un pourcentage des ventes. Enfin, des ventes. Voilà, on arrive encore une fois dans le vif du sujet. Non, le problème, parce que j'ai une autre remarque après. Consultations. Attends, je fais la deuxième partie. Moi, j'adore ma médecin généraliste à Médiclinique. Hein. Ouais. Mais je lui montre un quart de demi-problème, elle me fait une liste de médicaments, mais... c'est systématique. C'est ridicule, il y avait une pub en France qui disait les antibiotiques, c'est pas automatique. Non, mais là, je t'enverrai une fois. Je sais pas, je lui dis que j'ai un peu pas le nez bouché, je vais pas chez le médecin, mais... Elle me fait... Enfin, je repars avec un sac de médicaments, quoi. Ouais.
Ben, ça, c'est le médecin conventionnel. Il a été éduqué à prescrire en fait chaque médicament pour chaque symptôme. Et justement, aux États-Unis, il y a un peu ce proverbe tabou qui est one pill for every ill. Donc, il y a beaucoup de médecins qui ont été éduqués comme ça en fait. Ok, tel symptôme, tel médicament. Ouais. Donc, mais ça veut pas dire que... Parce que moi, ma compréhension, encore ça va. C'est juste qu'elle pense vraiment que c'est bien pour moi ou alors elle le fait parce qu'elle veut faire du chiffre sur la pharmacie? alors ça, c'est des sujets un peu... Non, mais... Mais, moi, parce que moi, c'est ce que je me dis. Tu vois, si c'est juste, entre guillemets, l'ancienne méthode de donner beaucoup de médicaments, moi, j'ai aucun problème philosophique avec ça, je m'en fous. Même pour ma santé, je veux dire, ça me dérange pas de prendre des médicaments si elle pense que c'est ce qu'il me faut. Mais quand elle me fait la liste comme ça, je me dis que c'est juste pour faire du chiffre d'affaires sur la pharmacie. Enfin, après, je trouve que même un médecin en France a la même tendance. Je suis sûre que si tu vas chez ta mère ou chez ta grand-mère et que tu ouvres le cabinet dans la salle de bain, t'as 10 boîtes de Doliprane. C'est donc, vraiment... donc, ils ont une armoire à médicaments. Exactement. Quoi. Donc ça, c'est vraiment un peu un syndrome international du médecin qui prescrit beaucoup de médicaments. Pourquoi ? Parce que le médecin, il a été déjà... Voilà, c'est le cursus médical qui fait ça, mais aussi, justement, le médecin est toujours sollicité par les labos pharmaceutiques qui présentent tout le temps des nouveaux médicaments et qui, au final, arrivent à convaincre le médecin que c'est le bon médicament pour le bon patient. Donc, par exemple, dans les hôpitaux de Dubaï, comme Mediclinic, etc., c'est vrai qu'en général, les médecins sont salariés. C'est pour ça aussi que ça reste des très bons hôpitaux, parce que le médecin est salarié, donc du coup, il n'est pas forcément sous pression de devoir surprescrire ou trop faire d'analyses sanguines aussi. Okay. Ouais, c'est surtout en fait là où souvent ça commence à chiffrer avec des pourcentages d'honoraires, c'est sur les analyses sanguines. J'ai remarqué. Ou sur les radios, les IRM. Mais la première fois qu'ils m'ont donné les prix quand je suis arrivé ici, mais je comprenais pas. Ouais. Je me suis dit, il y a erreur, quoi, c'est pas possible. Parce que j'ai pas les ordres d'idées, je me souviens plus, mais c'est même la consultation à Mediclinic, c'est plus de 500 dirhams. Ça fait. 120 euros. En France, on est en train de se battre entre 25 et 28, je crois, toujours. Je sais pas où ils en sont, mais tu te rends compte. 120 euros. Ouais, et encore maintenant, ça peut monter. On a des médecins qui facturent 600, 700 dirhams. Donc là, c'est entre des 150 et 200 euros quasiment. Et après, c'est vrai que tout est cher. Donc, mais oui, c'est vrai que le médecin est encouragé, on va dire, par différents moyens à retenir, fidéliser son patient. Mais ça veut dire qu'ils ont un sales meeting. Enfin, ça veut dire qu'il y a un moment... Ils l'appellent pas comme ça, c'est sûr, mais ça veut dire qu'il y a un moment où ils vont voir un responsable finance ou je sais pas quoi et qu'ils voient le CA. Ils voient leur CA, tu penses ? Ah oui, le CA, il est là. Dans tous les hôpitaux et toutes les cliniques. C'est pour ça que lorsqu'on... Par exemple, on fait venir des médecins étrangers à Dubaï, donc on fait du recrutement, un accompagnement professionnel du médecin. Et souvent, en fait, le médecin va dire « J'ai vu que tel hôpital propose des salaires de, mettons, 25 000 euros par mois. » Donc oui, certes, il y a certains hôpitaux qui peuvent proposer à vraiment des grands médecins ou c'est parce que chirurgiens, l'objectif, il va être 25 000 euros, exactement. Ouais. Mais on arrive vite dans le vif du sujet en disant oui, 25 000 euros, mais pour gagner 25 000 euros en tant que médecin à Dubaï, il va falloir ramener à la clinique ou à l'hôpital minimum 3 fois. Plus, ouais. Voilà, donc ça, c'est des formules, encore une fois, on arrive dans le vif du sujet, que les médecins, ils ne sont pas forcément familiers. Un médecin qui a travaillé en France... Mais tu lui dis ça, mais justement, comment ils réagissent ? Tu lui dis ça, mais il doit rien comprendre ou ils sont un peu préparés pour ça ? Alors, s'il a travaillé dans un hôpital en tant que médecin salarié, déjà, il n'a certainement pas connaissance de son chiffre mensuel. Ça n'a aucun sens pour nous. Voilà, ouais. Donc c'est un langage commercial et business qui s'introduit dans la vie du médecin et le médecin doit changer de mindset et doit commencer à être actif et proactif dans sa démarche de promotion. Donc, il y en a à qui ça doit plaire parce que ça rajoute un nouvel aspect à leur métier. Que moi je trouve passionnant, c'est la vente. Oui, challenging, mais les médecins n'ont pas du tout ce mindset et heureusement, et c'est normal. Un médecin, ce qu'il veut, c'est avoir sa liste de patients le matin, savoir qu'il va avoir 10 patients, que demain matin, il y en aura 8 et pas avoir à se dire comment je vais trouver des patients demain et remplir... Oui, en France, il
Il y a personne qui se pose cette question-là. À part en esthétique, mais sinon... Oui, voilà, c'est exactement. Donc, c'est le modèle, en fait, de médecine esthétique qui est... donc, ça se passe ici avec les dentistes, avec les gynécologues, les ostéopathes, les chiropracteurs. Hier, à la CCI, à la Chambre de commerce française, il y a une dentiste qui m'a donné sa carte de visite. Ouais. Mais elle me dit, ah, tu vas où chez le dentiste? Mais c'était pas juste pour me donner sa carte. Je la critique pas, elle était tout à fait sympathique, il n'y a pas de souci. Mais en France, t'imagines, toi, un dentiste qui va à un événement de networking à la chambre de commerce, il n'y a aucun monde où ça arrive. Enfin, c'est vraiment complètement différent. Et ça, est-ce que ça, je pose la question, mais juste, je sais pas à quel point tu pourras dire, mais ça déclenche des pratiques compliquées ou risquées, voire dangereuses? Est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu penses que c'est quand même assez bien contrôlé, régulé? Un exemple auquel je pense, dont tu parlais tout à l'heure, et encore une fois, je ne suis pas l'experte, donc moi je suis au cœur de l'industrie, donc j'entends beaucoup de conversations, mais encore une fois, ce n'est pas à moi de juger. Mais par exemple, j'ai entendu des médecins qui travaillaient dans des grandes enseignes d'hôpitaux réputés à Dubaï, en tant que médecin généraliste ou urgentiste, et qui me disaient que, en effet, à Dubaï, si un patient arrive avec une grosse migraine, mettons, une grosse migraine ou des vomissements inexpliqués, etc., et qu'il va aux urgences, parce qu'ici, c'est souvent une démarche, d'ailleurs. On ne va pas chez le médecin généraliste, on va aux urgences quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, souvent, le médecin généraliste est encouragé par ces grandes enseignes à mettre le patient sous thérapie intraveineuse, donc du goutte à goutte. Et c'est vrai qu'ici, c'est assez fréquent. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si tu connais des gens... Ah, si, je connais beaucoup de gens. Bah, en fait, si, c'est vrai. Par exemple, quand quelqu'un a un problème, c'est arrivé à plein d'amis, je sais pas, ils ont un petit problème, direct, ils les mettent en... Ah oui, moi, ça m'est déjà arrivé. On a des photos selfie d'un ami. Je suis aux urgences, je suis en goutte à goutte, mais tout va bien, hein, t'inquiète, ils m'ont juste Parce que ça, c'est censé être un truc... En France, ça n'arrive pas trop. C'est quand ça commence à être grave. Bien sûr, goutte à goutte, c'est exactement. Donc là, ça peut être exactement juste une migraine ou un peu de vomissement inexpliqué. Hop, goutte à goutte. Pourquoi? Parce que le goutte à goutte, ça coûte cher. Ça a un coût, ça facture et. Mais c'est efficace au moins ou c'est pas? C'est un peu c'est goutte à goutte, donc on met une recharge instantanée, donc forcément le médecin le patient va mieux se sentir, c'est une réhydratation instantanée avec des nutriments essentiels. Mais c'est vrai que ça a un coût. Ça a un coût beaucoup plus que d'aller voir un médecin, faire une consultation de 15 minutes et prescrire 3 médicaments. Parce que le patient va utiliser un lit pendant une heure, l'infirmière... Après ça, entre guillemets, je trouve ça va, parce que même s'il te pousse à la consommation, c'est ce qu'il te faut quand même. J'ai entendu dire comme quoi c'était pas forcément toujours conseillé et qu'il y avait des effets... Le vrai problème, du coup, c'est ça. Exactement. Donc, c'était pour répondre à ta question. Après, il y a forcément une autre conversation qui est un peu controverse, mais c'est par rapport aux chirurgies. Donc ici, mettons, tu tombes, tu joues au tennis, tu tombes, tu vas chez le médecin orthopédique et, mettons, tu as une fracture et en France, on va toujours retarder le plus possible l'opération. Parce que c'est pas anodin. Parce qu'une opération a toujours des grosses conséquences, etc. Exactement. Mais c'est vrai qu'à Dubaï, j'ai souvent entendu dire que les médecins encouragent facilement les chirurgiens à la chirurgie parce qu'ils sont aussi sous pression par rapport à leurs objectifs. Il y a des salles d'opération qui sont disponibles, qui sont vides. Donc, une chirurgie, ça facture beaucoup plus qu'une consultation ou un petit acte. Ah ouais, moi, c'était... L'opération, je pense que c'était 30 000 dirhams, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est moyen. Ça fait 16 500 €, quoi. Ouais. Et en France, il faut savoir qu'un patient, si tu demandes à ta maman ou ta mamie, c'est quoi le coût de l'opération que tu as eu il y a 2 ans? Aucune idée. On ne sait pas quel est le coût. D'ailleurs, je pense que c'est pas bien qu'on sache pas non plus. Oui. C'est l'autre extrême. Parce qu'on ne se rend pas compte du coût. Et c'est pas gratuit. Exactement. Ça n'existe pas, le gratuit. Il y a forcément quelqu'un qui paye. Mais Mais ils ont des coûts énormes sur ça? Enfin, les hôpitaux et les cliniques marchent beaucoup ou... Encore une fois, c'est comme une structure commerciale ça dépend comment ils à se Dubaï. Donc, on est tous les deux chefs d'entreprise, donc on sait que ça coûte très cher d'avoir une entreprise. Les employés coûtent cher, les locaux coûtent cher, la licence coûte cher, les factures... Il y a que l'électricité qui coûte pas. Voilà, c'est ça, et l'essence. Et l'eau. Et le plastique. Tout ce qui pollue, ils s'en foutent. Ça coûte pas cher. Tout le reste, ça coûte super cher. Donc, en fait, quand on va, et on a bien vu les établissements hospitaliers de Dubaï, ils sont luxueux la majorité du temps. C'est très propre, c'est très grand. Excuse-moi, je te coupe, mais tu connais Mikris Dental Clinic? C'est à Jumeirah. Mais moi, je suis rentré là-dedans la première fois, je me dis, mais c'est un hôtel, c'est pas possible ce truc. Moi, je comprenais, j'avais jamais vu ça de ma vie.
Faudrait que tu ailles faire un petit tour dans les cliniques de médecine esthétique. Ah, c'est encore. C'est Voilà. Four Seasons. J'ai des clients à visiter de toute façon, mais c'est vraiment impressionnant. Bah, en fait, souvent, quand un médecin ici lance sa clinique esthétique, la première discussion, ça va être l'emplacement géographique, donc quel quartier. Et l'architecture d'intérieur. Voilà. Et la deuxième, ça va être le interior designer. Et voilà. Et après, ça va être le style. Et après, à quoi va ressembler la page Instagram et la brand. Mais tu parles pour la médecine esthétique ou tout? Pour toutes les cliniques, en fait, qui s'adressent à des services, on va dire, complémentaires. Okay. Donc, esthétique, dentaire, bien-être. Et ça fait partie de plus de 50% des cliniques ici. Ok. Et tu vois un problème sur ça, justement, sur que le marché soit trop... Je vais faire des anglicismes aussi, mais où il y ait trop de monde sur le marché? Tu penses qu'il y a trop de monde par rapport à la demande? Oui, donc ça, c'est une conversation. N'importe quel médecin à qui tu vas parler à Dubaï aujourd'hui ou chef de clinique va te dire qu'il y a un gros problème de compétitivité sur le marché de la santé à Dubaï. Pas forcément à Abu Dhabi, ça c'est une autre question. Abu Dhabi, c'est régulé, Dubaï, c'est pas régulé. Donc demain, si tu veux ouvrir une clinique, tu peux tout simplement avoir une licence commerciale par Dubai Economic Department. Après, tu montes ta clinique, tu fais une inspection par DHA, l'équivalent du ministère de la Santé de Dubaï, et tu as ta licence pour ouvrir la clinique. Donc, n'importe qui peut ouvrir une clinique apparemment, à partir du moment où c'est conforme aux régulations. Et Abu Dhabi, il y a un nombre maximal de cliniques et tu achètes des licences Abu Dhabi, voilà, c'est régulé. Il y a beaucoup plus de régulations strictes. Par exemple, on va prendre un exemple. À Dubaï, à partir du moment où on est médecin généraliste, on peut pratiquer la médecine esthétique. Donc, on peut faire des injections de Botox, on peut faire du laser. À partir du moment où on est médecin généraliste et qu'on a une formation. Par exemple, à Abu Dhabi, si on est médecin généraliste et qu'on est très bien formé et qu'on avait son cabinet de médecine esthétique en France, on ne peut pas injecter. Parce qu'à Abu Dhabi, c'est que les dermatologues et les chirurgiens plasticiens. Ok. Voilà. Donc, c'est plus strict. Exactement. Et tu ne travailles pas du tout sur Abu Dhabi? On ne travaille pas, on n'a pas encore ciblé Abu Dhabi. Okay. Y a énormément de potentiel. Les médecins d'Abu Dhabi qui sont intéressés par ce qu'on fait souvent viennent à Dubaï parce que c'est 1 heure de route, donc ça vaut le coup pour une journée. J'en ai rencontré qui venaient d'Abu Dhabi. Oui, exactement. Et Abu Dhabi, c'est un marché qui est très, très peu ciblé pour beaucoup d'industries. Et c'est vrai qu'on oublie... À nous, c'est très récent aussi qu'on commence à avoir des clients. Enfin, on en a eu tôt, mais on en a 5% de nos clients. C'est dommage. On cible pas activement et c'est vrai qu'on oublie qu'à 1 heure de route, on a tout un autre marché qui peut s'ouvrir. Mais qui est très différent aussi. Donc, voilà, une mentalité différente. Et donc, du coup, ils ont moins de besoins aussi. J'imagine que ce soit pour tes clients, pour le marketing ou autre. Nous, ce qui change, c'est que c'est beaucoup de très grosses structures. Ouais. Il y a moins de PME. Et vu qu'on a beaucoup plus de clients PME que grosses structures, bah, voilà. Grosses structures, on en a pas mal, mais c'est des process de vente qui sont beaucoup plus longs. Et voilà. Donc, mais là, on a commencé à en avoir avec des Émiratis. On est rentré via... on a fait beaucoup de sites pour EDF. Et EDF a vu... Enfin non, une autre structure dans les énergies a vu ce qu'on avait fait pour EDF. Il nous a pris pour leur site. Et en fait, c'est une holding. Et ils ont des dizaines d'entreprises. Du coup, là, on commence à rentrer et on en fait pas mal. Mais ça prend du temps et ça prend beaucoup plus de temps qu'à Dubaï. Ouais, c'est une autre mentalité. Je pense que Dubaï est beaucoup plus occidentalisé sur le commerce qu'à Abu Dhabi. Et si je reprends ma question sur, par exemple, une médecin généraliste à Mediclinic, il gagne quoi dans les ordres d'idées? Je sais pas si tu peux dire ça, mais... Un médecin généraliste aux Émirats ne gagne pas forcément beaucoup, à moins qu'il soit très bon médecin généraliste et on va dire assez spécialisé ou justement très compétent à fidéliser sa patientèle. Donc un médecin généraliste un salaire à Dubaï peut commencer, on va dire, à 3 000 euros pour certaines nationalités. Généraliste. Après, en début de carrière quand même. Voilà, les premières 5 années. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui ont 35 ans et qui gagnent 12 000 dirhams par an? Par exemple, 20 000 dirhams pour un médecin généraliste, on va dire chez... je ne vais pas donner de nom, mais voilà, un hôpital moyen. Oui, ça va être 20 000 dirhams, 5 000 euros. Ok. Par contre, en effet, un médecin généraliste, ou alors après, il y a une autre sous-spécialité qui est médecin de famille. Donc là, c'est plus spécialisé. Ah, moi, ça. Voilà, family medicine. Voilà. Pas très bien, mais... Donc à Dubaï, pour réussir en tant que médecin, il faut vraiment être spécialisé. Il faut apporter une compétence spécifique, une approche particulière. Mais après, voilà, les salaires dans un
grosses structures peuvent aller jusqu'à 25 000 euros, 30 000 euros, 35 000 euros par mois, surtout pour des médecins qui ont des actes chirurgicaux. Mettons même les obstétriciens avec les accouchements. C'est beaucoup, mais c'est pas... Non. C'est pas du genre de foot, quoi. Enfin, Voilà. c'est pas... Alors qu'ils ont des responsabilités énormes. Ouais. Ouais. C'est mais vrai ceux qui sont en indépendant, bah là, il n'y a pas de plafond, quoi. Mais ils sont entrepreneurs plus que médecins après. Voilà. Donc, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en effet, on n'a pas de taxes, etc., etc. Donc souvent, on a quand même tendance à comparer avec ce qu'on peut gagner en France en termes de brut. Mais c'est vrai que si on compte tous les frais en France, au final, je pense que la qualité de vie est quand même meilleure ici. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut sécuriser immédiatement. Il faut bien 2 ans, exactement comme une structure. Quand on lance son business, il faut 2 ans avant de vraiment réussir à... De pouvoir partir à Milan tous les mois. Voilà. Voilà, au hasard. C'est trop bien. Et est-ce qu'un de tes enjeux, c'est d'accompagner les médecins de France qui veulent s'installer ici ? Je pose des questions que je connais les réponses parce que tu m'as envoyé des clients qui font ça. mais je trouve que c'est intéressant. Alors, encore une fois, ça c'est intéressant parce que moi, j'avais pas pensé au début à cet axe pour ma société, pour mon agence. Et en fait, de bouche à oreille, donc je travaille avec des médecins français qui sont déjà établis à Dubaï. On les accompagne justement dans leur parcours personnel, marketing, etc. Et en fait, ils se sont donné mes contacts. Et en fait, en effet, on se retrouve maintenant à accompagner des médecins français, des médecins brésiliens, italiens. Donc ça, c'est... Qui sont encore chez eux. Qui sont encore chez eux, qu'on ont un peu un ras-le-bol de leur pays. Je comprends. Et souvent, ça commence oui, allô, je suis docteur X et je pensais venir m'installer à Dubaï. Je suis venue en vacances il y a 3 mois avec ma famille. J'ai adoré et on se dit pourquoi pas. Ouais. Et là, la conversation commence et en général, ça met 6 à 12 mois avant de concrétiser la première démarche. Ouais. C'est pas... Non. C'est pas non plus... Non. Après, je pense que quand ils voient l'école qu'ils peuvent avoir pour leurs enfants, le quotidien qu'ils peuvent avoir, et s'ils regardent les chiffres et que ça a l'air de matcher, totalement. C'est pas très compliqué comme décision, quoi. Ouais, donc ça c'est intéressant parce du coup on travaille avec beaucoup de spécialistes. On a des cardiologues, des gynécos, des médecins esthétiques, des ostéopathes. On a vraiment tous les âges, tous les niveaux d'expérience. Et ils te trouvent via des recos. Parce que tu communiques où ? Tu communiques sur... En France, on communique pas directement, mais une plateforme qui est très efficace pour moi, c'est LinkedIn. Ok. Je savais pas si t'étais vraiment... Ah si, je sais que t'es active, mais... Ouais, mais exactement. Donc, je pousse pas forcément... Ouais, pas non plus. Non. Tu te poses pas tous les matins non plus. C'est organique, quoi. exactement. Donc, quand j'ai le temps, je pose quelque chose. Mais c'est bien optimisé. Les médecins me trouvent et me contactent. Et puis, le bouche à oreille. C'est surtout le bouche à oreille. Bah ça... Voilà. Tu sais à qui tu parles. C'est la meilleure forme de marketing qui existe. Voilà, comme ça, on n'a plus rien à faire. Ils viennent, ils sont prêts, ils savent après combien ça coûte. Et en fait, voilà, c'est bête, c'est simple, mais quand on donne un bon service à un client, il va forcément nous recommander à quelqu'un d'autre après. Ouais. Donc, le vrai enjeu, c'est ça, ouais. Et là, ça a toujours été un enjeu pour nous parce que je me suis jamais dit, OK, je m'en fous de notre service, mais c'est redevenu vraiment une prio. Et pour moi, c'est tellement important. Et du coup, là, ce que je fais, c'est une des 50 actions, mais dès qu'on a un feedback positif, je l'envoie dans le groupe avec toutes les équipes. Ouais. Et je leur dis, OK, ça, c'est le standard. Ouais. Parce que moi, je dis bravo, c'est le standard, faut qu'on s'améliore encore. Ouais. Et en fait, c'est trop critique. C'est super important, même moi, en tant qu'organisatrice de conférences et de programmes marketing pour des médecins, ce qui est assez étonnant, c'est que nous, on n'investit pas beaucoup dans notre propre marketing parce que on a moins de compétition, voilà, on n'a pas de compétiteurs d'ailleurs. Et du coup, c'est organique. Et à Dubaï, on oublie, mais c'est une grande ville, mais c'est un petit village. Ouais. Et les communautés sont très serrées. J'ai une anecdote trop marrante, c'est que il y a un Français qui vient souvent à nos événements qui m'a demandé un devis pour un site. Et en fait, il est nouvellement associé avec un gars que je connaissais, mais qui savait pas l'associé, moi je parlais à l'associé 1, le français qui vient de savoir. Et le 2, je savais pas qu'il était associé avec lui. Et l'associé 2 savait pas que l'associé 1 me demandait un devis. Et du coup, quand il a présenté notre devis avec ma tête sur le truc, il m'a envoyé direct un message. Il m'a dit, OK, c'est bon. Mais cette personne-là, je l'ai creusé de manière super informelle. Il était à mon année, des trucs comme ça. Mais jamais je pensais que je travaillerais avec lui. Et du coup, tu vois, si j'ai été je dis pas que je suis une bonne personne, mais si j'avais été pas très sympa parce que je le connaissais pas ou quelque chose comme ça, en fait, à Dubaï, ça c'est pas possible.
suite. Ouais. Il y a une règle en marketing qu'un client mécontent va le dire à 10 clients. Un client content le dira à un client, mais je pense qu'à Dubaï, on peut multiplier par 2 ou 3. Après je me suis mis à l'accepter aussi parce que forcément, sur un volume de clients, on a eu 350 clients, forcément, il y en aura qui vont pas être contents. Il faut juste qu'on s'assure que c'est... qu'on a au moins fait notre maximum et tu vois que c'est potentiellement pour des raisons qu'on contrôle pas parce qu'après c'est des humains aussi, hein. Les clients c'est pas toujours non plus des gens parfaits comme tu sais, c'est une philosophie de société et je pense que les sociétés qui ont cette philosophie en fait elle vient principalement du chef de la société, du créateur, parce que si tu es exigeant envers toi-même, tu seras exigeant envers tes collègues, tu seras exigeant envers ton équipe et tes t'as vu services. Un de mes moments, je pense que t'étais un peu au courant, mais t'as vu un de mes moments d'exigence juste avant qu'on commence à tourner, donc ça va. Mais non, mais il n'y a pas de choix, c'est obligé. Mais les clients, t'as déjà eu des clients pas contents, tu vois, des clients vraiment très difficilement gérables, ou en général ça va? Parce que tu sais leur parler maintenant, vu que t'as toujours la même typologie de clients. Exactement. Sincèrement, ça, j'ai vraiment confiance en mes services. Et c'est vrai que la communication est toujours très claire. Et je mise beaucoup sur l'honnêteté et la transparence. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et parfois, on a un client potentiel qui n'est pas le bon client pour nous. Parfois, ce n'est pas le bon client pour nos services, mais parfois, le projet n'est pas bon pour lui. Donc, il faut être honnête et lui dire, voilà, je vous déconseille fortement d'aller sur ce chemin parce qu'on a eu d'autres clients, quoi, et de partager, et quitte à perdre un client ou une facture, mais ça paye. Donc, nous, je commence à remarquer le pattern des clients avec qui ça a un potentiel de mal se passer. Parce que notre client, entre guillemets, classique... mais parce qu'en fait, c'est pour nous protéger en soi. C'est ça. Parce que notre client moyen, un occidental entrepreneur aux Émirats, qui a une structure pas minuscule, mais voilà, c'est pas un problème. Enfin, ça va se passer. Vous savez, c'est votre... facile. Enfin, même, je te dirais même, c'est facile pour nous. Par contre... les tout petits tout seuls, je critique pas parce que tout le monde l'a été, pour qui c'est beaucoup nos services alors que c'est pas beaucoup. Enfin, nous on price pas du premium, beaucoup, mais voilà, et du coup ils ont des attentes très élevées alors que pour nous c'est plutôt nos plus petits. C'est la classique de l'agence, hein. Les plus petits clients sont les plus relous, mais nous c'est malheureusement ça voilà. Et du coup on met un peu je mets des feux rouges et si sur certains trucs, s'ils s'arrêtent pas au feu, on le prend pas. Par exemple, sur les termes de paiement, tu sais, on fait moi je t'ai interrompu, mais on fait des landing pages, enfin des sites d'une page à 6000 dirhams. Si quelqu'un commence à nous demander à payer en plusieurs fois les 6000 dirhams, en fait, c'est pas un manque de respect de ma part, mais c'est juste que ça m'alerte un petit peu, quoi. C'est pas forcément que c'est pas le bon client pour vous, mais vous n'êtes pas le bon prestataire pour lui. Et ça, je dis toujours, il faut être sous-spécialisé. Et je pense que le futur du succès, et on est dans une société de nos jours où, en fait, il y a beaucoup de prestataires. Pour chaque industrie, pour chaque service, il y a de plus en plus de prestataires. Et il y a beaucoup plus de gens qui se mettent à leur compte. Et en fait, il faut vraiment être niche dans ce que tu procures. Et je pense que d'être niche, ça veut dire, en effet, comme tu dis, toi, tu sais que ton client, c'est les PME. Et nous, c'est pareil. Par exemple, notre client, c'est pas une clinique à Sharjah qui cherche un médecin généraliste à 3 500 €. Donc, on a des appels comme ça, mais on leur dit, désolé, nous, notre banque de données ou notre réseau, c'est pas ce que vous recherchez. Je pourrais vous facturer, mais je sais que le médecin, ça aboutira pas. Donc, je pense que c'est important de savoir dire non. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup pratiquée. C'est dur, hein. En psychologie, on parle de thérapie du non. Il y a des livres sur ça, il y a des protocoles, et en tant qu'entrepreneur, c'est important. Mais j'ai commencé à réussir à le faire. Pour les prospects, quand tu as un prospect qui est prêt à payer, mais que tu sais justement que ça n'a pas trop matché, lui dire non, c'est dur parce que tu sais que t'as du monde à payer, etc. Voilà, donc déjà on refuse, exactement. Tu refuses l'argent, quoi. Enfin, c'est vraiment. Donc c'est compliqué, mais c'est très important. Très important. Moi, le petit truc, vraiment, c'est sur les. Si une page paye en plusieurs fois, quand on me demande ça, je me dis, ça veut dire qu'il y a un... Voilà, ça va être compliqué. Donc, moi, là où c'est le « c'est le médecin étranger qui nous contacte et qui nous demande comment venir pratiquer à Dubaï. On lui explique toutes les démarches parce que la première chose à faire, c'est d'avoir une licence de médecin. Donc, tout comme quand on va conduire sa voiture, on a besoin d'un permis de conduire. Si on veut pratiquer à Dubaï, on a besoin d'avoir une licence de médecin. Et pour avoir la licence de médecin à Dubaï, il faut repasser un examen. Les médecins français, souvent, n'ont pas repassé cet examen parce qu'ils font partie du premier tiers. Mais par exemple, les médecins italiens, brésiliens, quasiment tous les autres pays du monde
oui, la France est toujours privilégiée, on ne C'est sait pas dingue, c'est pourquoi, trop bien. doivent repasser un examen et tout de suite, en fait, parfois, on a des disputes. Mais pourquoi je dois repasser un examen? Je suis médecin. Ah, ça fait 20 ans qu'il exerce, potentiellement, je peux le comprends. comprendre, mais c'est la Mais loi, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? souvent au début, c'est normal qu'ils s'emportent, qu'ils soient déçus, mais après, ils comprennent. Mais si on a des médecins qui insistent et qui commencent à nous demander comment faire pour bypasser Ah non. l'examen, est-ce que je connais des Et contacts surtout au qu'au Semira, il gouvernement? faut pas faire ça. Enfin, il faut pas venir dans cette démarche-là. Parce Mais que tout son projet, ça peut pas il y en a marcher. quand même beaucoup. Donc ça, c'est le premier client où on leur dit désolé, mais nous, on suit vraiment le protocole. Donc on va vous accompagner, on va vous donner des livres à lire, on va vous mettre en contact avec d'autres médecins qui ont passé l'examen. Mais Et tu le factures, commences quand à facturer? Par exemple, je suis Ouais. un médecin qui est en France, je veux m'installer ici. mhm. Tu donnes beaucoup avant de commencer à facturer? Faut toujours donner avant. Ouais, C'est je sais. important. Je sais. Mais Mais où, voilà, parce qu'à un moment, En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que tout d'abord, on demande le CV du médecin pour avoir une idée du nombre d'expériences qu'il a. Et en fait, on fait un peu une étude préalable de voir s'il répond aux critères. Ça ne nous prend pas très longtemps, mais ouais, voilà, tu c'est sais de direct, en l'expertise vrai, qu'on tu peut regardes, partager. ouais. Voilà. Si on voit que le CV répond aux critères d'ici, en fait, on lui propose tout de suite de faire une visio pour se rencontrer. Et en général, je leur donne 30 minutes à 60 minutes de mon temps. Et en général, il y a beaucoup de questions qui sont plus sur le style de vie à Dubaï, le coût de la vie. L'école pour les enfants. Voilà, donc c'est vrai que ça, on est là pour ça. Mais c'est d'abord la première question, c'est est-ce que vous pouvez vraiment être éligible pour pratiquer ici? Donc Ah, parce voilà. que c'est pas non plus oui garanti. C'est pas oui garanti. En fait, le processus, le dossier met 3 mois avec la Dubai Health Authority. Et en fait, ils doivent récupérer tous leurs diplômes, leurs relevés de notes, leurs copies d'internat. Ils doivent avoir un certificat de bonne Et il y conduite en de a l'ordre qui des l'ont plus. médecins. Ah il y en a qui l'ont plus. Madame, comment je fais pour contacter mon université? Madame, qui dois-je contacter? Ils te demandent à toi? Ah oui, Non. c'est ce qu'on fait. Oh l'enfer! C'est ce qu'on fait. Donc, en fait, on leur envoie une liste de documents. On leur dit, voilà, si ça vous intéresse, voilà les documents que vous allez devoir rassembler. Et là, ils ont quand même beaucoup de questions. Oui, mais où, comment? Donc, on est obligé de continuer à donner des informations. Mais une fois qu'ils ont décidé de vraiment lancer la démarche, là, on facture un honoraire fixe qui est l'accompagnement à partir du moment où voilà, ils veulent déposer le dossier et jusqu'au moment où ils auront cette fameuse licence. Une fois qu'ils ont la licence, on fait un autre accompagnement optionnel qui est recherche d'emploi. Donc, en fait, c'est nous qui démarchons toutes les cliniques et les hôpitaux pour eux. Et tu sais facilement où il va bien, fit, parce que et c'est là qu'on filtre beaucoup parce qu'en fait, il y a certains médecins, en effet, on va avoir du mal à les démarquer. Et comme on facture un honoraire en amont, on est obligé d'avoir la garantie de pouvoir aussi sécuriser des entretiens. Donc, trop bien. Et dans ton business, tu as une partie récurrente aussi? Oui, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du consulting avec les cliniques. Uh-huh. Donc, on travaille avec un accompagnement personnel avec les médecins, mais aussi on fait des accompagnements avec les cliniques qui ont besoin, par exemple, de reformer leur équipe, que ce soit en termes de la réception, le marketing. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué que tu répètes souvent, c'est que le management des cliniques pense que les personnes à l'accueil, les secrétaires, elles vont être leurs meilleures sales. Oui. Enfin, en tout cas, qu'elles vont performer en sales alors qu'ils ne vont pas les former. En effet, la raison, c'est qu'encore une fois, une clinique n'est pas une structure commerciale, n'est pas une entreprise. Donc, dans une entreprise, on sait qu'en général, on doit avoir un département ou une personne commerciale, personne marketing, personne comptabilité, etc. Le problème, c'est que dans une clinique, on n'a pas forcément cette structure commerciale qui est présente. Les premières choses, c'est d'avoir des infirmières, des médecins, une manager pour la clinique, des réceptionnistes. Donc, en fait, là, se présente un problème quand ils lancent les campagnes marketing, parce que est-ce que ça vaut le coup financièrement d'avoir une responsable marketing ou une responsable vente dans une clinique? Donc, c'est assez compliqué. Les meilleures cliniques l'ont. Mais ça fait une différence énorme, du coup. Ouais. Parce que c'est normal, c'est pas leur métier, mais entre une secrétaire pas formée et une sales manager avec de l'expérience, le fossé, il est énorme. Il est énorme. Donc, en fait, c'est vrai que... Et souvent, parce que les médecins, encore une fois, ne sont pas des chefs d'entreprise. Donc, ils n'ont pas forcément compris qu'à partir du moment où une personne est bonne à l'administration, au téléphone, aux emails, ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément bonne à promouvoir ou expliquer les services. En soi, c'est du closing de clients. Exactement. Ils ne veulent probablement pas le dire de manière si directe, mais c'est du closing qu'elles doivent faire. Donc, c'est une compétence très spécifique. Et même parmi les sales,
Moi, je regarde dans mes Ouais. sales, tous ne peuvent pas faire du closing. En fait, Ouais. c'est très spécifique. On dit que les sales, ça va être la compétence la plus recherchée sur les 10 prochaines années, parce que même avec l'intelligence artificielle, c'est une compétence qui peut pas être remplacée par l'intelligence artificielle. C'est une compétence humaine, interpersonnelle. T'aurais pas accepté qu'un humanoïde te vende ton site, ça serait pas passé. Ça aurait pas marché, il fallait que ce soit Paul. Paul et que Paul. J'imagine. Non, mais c'est trop intéressant. Et du coup, tu les formes. Donc, dans tes services, il y a des accompagnements mensuels et dedans, Voilà. tu vas leur mettre, je sais pas moi, une formation par mois, une journée de formation Voilà, par donc c'est mois. des accompagnements souvent sur 3 mois. Ce qu'on leur dit, c'est que si vous souhaitez qu'on reste avec vous plus de 3 mois, en général, encore une fois, c'est pas la bonne solution pour vous parce que tout ce qui est consulting, c'est un accompagnement qui coûte plus cher forcément que d'avoir Qu'en une interne. ressource à plein temps. Ah ouais. Donc en fait, souvent, c'est au fil de ces 3 mois, en fait, on va dans la clinique 1 à 2 fois par semaine et on alterne. Par exemple, on fait formation de la réceptionniste pour justement qu'elle ait plus de confiance à closer, à donner de l'information. On va reformer par exemple même les esthéticiennes, les médecins pour qu'ils aient plus confiance en leur service. Et en fait, on fait du consulting avec le management de la clinique en marketing. Donc souvent, ils sont un peu perdus par rapport aux prestataires, aux agences, au budget. Et on se rend compte que Je souvent, les comprends. problèmes, ils sont à l'intérieur de la clinique plutôt qu'à l'extérieur. Donc souvent, en fait, ils reçoivent beaucoup de demandes de patients potentiels, mais ils collectent pas la data, elle est enregistrée nulle part, la réceptionniste donne mal les informations. Ou alors ils disent que c'est leur agence qui fait mal son travail alors qu'ils ont un site pas du tout optimisé. Par exemple, ils blâment Exactement. l'agence d'Ads Exactement. alors qu'ils ont un site merdique ou alors C'est des listes ça. pas traitées. C'est pas du Exactement. tout de la faute de l'agence. Exactement. Donc, en fait, on passe 3 mois avec eux et on fait un mélange de formation et de consulting pour justement resolidifier tous les processus internes de la clinique. Et souvent, au fil de ce parcours, en fait, on se rend compte qu'il leur manque du staff, justement. Ok. Ils ont besoin, par exemple, on appelle ça patient coordinator. Mhm. Donc, c'est en effet la personne qui va accompagner le patient et faire la liaison entre le patient et le médecin tout le temps. Mhm. Et donc là, on peut recruter quelqu'un qui va justement, après, leur permettre de plus avoir besoin de nous et d'être indépendant. Trop bien. Et ce que tu vois, c'est que les personnes qui ont des cliniques à Dubaï, disons la clinique moyenne, c'est par des anciens médecins qui voulaient plus, c'est par des fonds, c'est par des personnes qui n'ont rien à voir avec Ah oui. le domaine. Bah, en fait, la majorité des cliniques, des petites cliniques de Dubaï, en fait, justement, sont issues d'une frustration de la part du médecin qui était au sein d'une plus grosse entité Ok. et qui a réussi à accumuler une bonne patientèle et qui se dit, bah écoute, je peux le faire par moi-même, j'ai ma patientèle, donc j'ouvre ma clinique. Mais c'est vrai que là se présentent certains problèmes parce qu'encore une fois, entre amener sa patientèle au sein d'une grosse structure et amener sa patientèle et gérer une entreprise. Mais c'est... Bah, après, moi je t'interromps, mais pour moi ça va. C'est un problème... C'est un problème, mais tu peux t'entourer, Ouais. tu peux trouver des solutions. Parce que par contre, si tu as zéro patientèle, Exactement. tu as beau être le mieux organisé du monde, tu n'auras jamais l'occasion de le prouver. C'est ça. Donc, pour moi, le problème, enfin, la vraie problématique, c'est la vente. Donc, Exactement. ramener des patients. Ouais. Après, bah, ils trouvent des experts comme toi. Pour moi, c'est la partie facile, ça. Ouais. Même s'il y a beaucoup de problématiques. Bien sûr. Non, c'est vraiment un gros problème et c'est pour ça qu'on déconseille fortement, par exemple, aux médecins français. On a un petit problème sur ça parce qu'on a beaucoup de médecins français qui sont très, très compétents, très connus en France, qui ont leur patientèle parce que, comme on sait, il y a 3 mois de liste d'attente et qui viennent à Dubaï et qui se rendent compte qu'ils ne veulent pas être employés pour un hôpital, ce que je comprends, et qui me disent tout de suite, bah, je vais monter ma clinique. Mais une nouvelle clinique avec un nouveau médecin et qui, lui, il va peut-être vouloir justement ramener son équipe de France, là, c'est vraiment la formule déconseillée parce que je dis toujours, une nouvelle clinique avec des nouveaux médecins, ça va être très C'est dur. risqué, ouais. Encore une nouvelle clinique avec des médecins implantés sur le marché, ça marche. Un nouveau médecin dans une clinique implantée, voilà. Je comprends. Il faut savoir mélanger. Et du coup, ça peut se faire d'aller chercher des médecins qui ont déjà une patientèle et qui sont salariés et qui soient salariés ailleurs, mais tu leur donnes des conditions un peu différentes. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est chasseur de tête. Et ça, vous faites aussi, du coup. Oui, donc par exemple, là, on vient d'accompagner une clinique française, des médecins français qui viennent de s'installer à Dubaï. En esthétique. Voilà. Ok. Ok. Et par exemple, ils cherchaient, en effet, ils avaient la bonne formule. Donc, en fait, ils cherchent des médecins qui sont déjà implantés à Dubaï, qui ont déjà une patientèle. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on stratégise l'équipe, en fait. Donc, par exemple, on a réussi à ramener une équipe mixte
avec une médecin qui a par exemple une patientèle un peu plus locale, arabe, et une autre médecin qui a une patientèle un peu plus européenne. Et en fait, c'est là qu'on accompagne vraiment les cliniques parce qu'on stratégise... Mais tu viens de France et tu peux pas avoir ce genre de réflexion. S'ils Exactement. sont pas accompagnés, c'est impossible. Donc c'est là que nous, c'est le cœur de notre expertise en fait. C'est pour ça quand on a des cliniques qui nous démarchent, on vient d'ouvrir et on souhaite avoir un médecin, est-ce que vous pouvez nous aider? Non. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monte la stratégie du business avec l'équipe et les éléments indispensables pour le succès de la clinique. Trop bien. Donc on chasse les têtes et c'est vrai que c'est ce qu'on fait. Et par le biais de nos conférences, voilà, on voit bien les médecins qui sont actifs, qui se développent, qui ont des patients. Et après, on reste en contact avec eux. On a une communauté de membres qui nous permet de faire du networking bimensuel. Mais t'organises des événements. Tu peux parler un petit peu de ça? Ouais. Le but des événements, c'est... Je me suis posé la question plein de fois, c'est pour ça que je te la pose. Par exemple, la journée que tu as fait, est-ce que tu veux, par exemple, faire du profit sur cette journée-là ou c'est t'investis beaucoup sur cette journée pour que ça soit du marketing et que tu puisses aller vendre tes autres services par la suite? Les deux. Donc, les deux. En fait, les événements, c'est de plus en plus une stratégie marketing pour beaucoup de sociétés. D'ailleurs, on encourage tu penses notamment Digitality qui ont fait de très bons événements, je confirme, très actifs. Tu viens pas. Même quand tu t'inscris, tu viens pas. Donc J'ai voilà, pas le temps. Voilà, c'est ça le problème. Je vais me plaindre. Mais oui, donc, par exemple, on conseille tout le temps les cliniques d'organiser des événements au sein de leur stratégie marketing et d'inviter les patients dans la clinique. Donc, l'événement, ça peut être l'événementiel, ça peut être une stratégie marketing, mais c'est aussi un modèle de business. Servane, tu pourrais leur dire de sponsoriser un événement paddle au hasard? Non, mais pour certaines cliniques, ça fait sens. Ah oui. Parce que avec nous, quand ils sponsorisent, le sponsor, ils ont 40-50 invitations. Ouais. Et tout est déjà prêt pour eux. Ouais, et vu que tu connais mon audience, voilà, ça va. Ouais. Bah, pour certaines cliniques, ça peut faire sens. Hein. Bien sûr, et en fait, on encourage maintenant de plus en plus les cliniques. Bien sûr, ils doivent investir dans le SEO, dans social media, mais en fait, on leur dit garder un budget justement pour les événements. Bah ouais, c'est trop important. Parce que les événements, c'est du face-à-face, c'est du concret. Tellement efficace. C'est tellement efficace. Ouais. Mais pour nous, c'est aussi notre cœur de métier. Donc, en fait... Ah bah oui, tu fais, entre guillemets, que ça avant, en soi. Voilà, donc nous, on faisait que ça avant et on monnayait vraiment les événements par le biais des sponsors. En fait, un événement sans sponsor, c'est pas rentable. Ouais. J'ai fait mes petits calculs. Ouais. Même sur le paddle, si on a une certaine personne, même si on fait payer, non, c'est pas possible. Enfin, ça va t'emmener un peu vers le break-even, mais ça va pas... Mais c'est vraiment les sponsors qui vont faire la différence. Et il n'y a que les sponsors. Et pour les sponsors, c'est une vraie plateforme. Par exemple, on avait des agences marketing qui étaient là et on a eu beaucoup d'agences marketing qui ont closé des clients après parce qu'ils viennent justement, ils sont à la recherche de solutions marketing. Donc, c'est ça la stratégie, c'est vraiment de grandir l'événement et d'avoir au lieu de 100 personnes, 200, 300 et après, ils vont voir que je sais payer. Mais moi, je n'ai pas payé pour parler. Mais bon. Non, mais c'est trop intéressant. Et en fait, notre modèle, c'est aussi, là, on est en train de se spécialiser dans les formations. Ouais. Donc ça, c'est mon cœur d'expertise. Donc en fait, là, on va vraiment commencer à proposer des formations beaucoup plus intensives qui les forment de A à Z dans le business et le marketing. Trop bien. Et qui seront notamment en ligne. Je savais pas. C'était la révélation du podcast. Ça va. Bah, merci beaucoup, Servane. Merci à toi de m'avoir invité. C'était mon premier podcast. Oh, bah, ça va, tu vois. Mais franchement, t'étais méga à l'aise. Hein, ah ouais, parce que la première fois, c'est pas évident. Non. Moi, tu sais, je t'enverrai la vidéo, tu regarderas juste même 1 minute. Mon premier podcast où j'interviewais, j'étais pas invité. Mais j'arrivais pas à regarder mon interlocuteur dans les yeux, j'étais tout stressé. C'est les premières fois, ça fait toujours peur. Exactement. Surtout, donc, merci de m'avoir invité. Sans problème. Et j'ai vu que j'étais la première femme, après ta maman, à être l'invitée de tes podcasts. Donc c'est après la reine. Voilà, la reine. Elle a bien géré, j'ai écouté hier, c'était trop mignon. C'est vrai? Ouais. Elle était stressée. Oui, mais c'est normal. C'est pas... Elle vient ce soir au tournoi de paddle. Ah ouais? Elle le sait pas encore, mais je vais la faire applaudir devant tout le monde. Non, je te jure, c'est vrai. Excellent. Elle va tout faire, la maman. Ah, tout. Tout. Même ce qu'elle aurait jamais pensé faire. Donc voilà. C'est fait pour ça aussi, les enfants. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, ça m'a fait super plaisir.